Si demain un pays européen était attaqué, est-ce que la France entrerait en guerre? Et surtout, est-ce que toi, tes enfants, ta famille seraient concernés? Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. On parle de guerre partout, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la France et sa population? Si demain un missile tombait sur un pays européen, est-ce que tu serais prêt à vivre le scénario que je te présente à la fin de cette vidéo et qui serait le plus probable? J'étais officier dans l'armée de terre, je ne suis pas analyste géopolitique, mais j'ai été formé à comprendre les logiques de crise, les logiques de guerre, et aujourd'hui je te fais cette vidéo pour te permettre de mieux comprendre ce qui pourrait réellement se passer dans les années à venir. D'ailleurs, n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire, à t'abonner, à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est important et il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui pourraient t'intéresser si tu aimes l'armée ou si tu veux t'engager. Et au passage, si tu as envie de t'engager dans l'armée, sache que je propose une communauté avec un programme, une appli, des coachings pour te permettre d'atteindre le meilleur niveau physique et mental pour tes tests à l'armée et pour rejoindre l'unité de tes rêves. Donc si ça t'intéresse et que tu veux te préparer dès maintenant, tu as le lien en description, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour te préparer sur le luc léger, les tractions, la chaise qui lie ou encore des tests plus spécifiques comme le sprint, le test de natation ou même si tu veux rentrer dans la gendarmerie, eh bien tu pourras te préparer à 200% avec un programme taillé pour toi. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Eh bien tu as vu les déclarations récentes du général Mandon, le chef d'état-major des armées, depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 qui a déclenché une guerre sur le sol européen qu'on n'avait pas connu depuis bien longtemps. Le président russe Vladimir Poutine a lancé aux premières heures du 24 février l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. L'Europe est entrée dans une zone de turbulence, dans une zone tumultueuse de préparation de guerre totale, d'une guerre qu'on appelle un conflit de haute intensité, un engagement majeur. Le monde ne s'effondre pas, mais l'équilibre structurel, stratégique qu'on connaissait n'existe plus. Alors aujourd'hui, les chefs militaires, dont le général Mandon, tirent la sonnette d'alarme. La France doit être prête pour que dans 3-4 ans, on soit en mesure de faire la guerre. La France a connu la guerre dernièrement avec la mission Barkhane, avec les missions de lutte contre l'État islamique et a été engagée sur des OPEX, des opérations en territoire extérieur. Mais la guerre proche d'elle sur le territoire européen, ça fait bien longtemps que la France ne l'a pas connue. On a eu plus récemment un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan aux portes de l'Europe ou encore l'invasion de l'Ukraine par la Russie et auparavant l'invasion de la Crimée par la Russie. Ces conflits-là étaient aux portes de l'Europe. Mais aujourd'hui, le conflit semble se rapprocher. La guerre semble atteindre les portes de la France. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir une guerre sur le territoire français? Tu verras sur le scénario final que je te propose et qui semble être le plus probable. Alors, quelle est la situation aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Eh bien, si on regarde déjà le conflit Ukraine-Russie, on s'y attendait pas, ça a été une surprise. Alors, avec le recul, on arrive à dire qu'on devait s'y attendre. La réalité, c'est qu'en 2022, ça a été une grosse surprise. Et on a face à face deux grosses armées qui s'affrontent directement sur un sol européen. En parallèle, la Russie semble se préparer à un conflit de plus grande envergure. En croisant des cartes, des données et des images satellites, la Russie est en train de déployer 50 000 soldats russes sur les frontières norvégiennes et finlandaises. En parallèle, la Russie est en train d'armer complètement la mer de Barents, donc la mer du nord de l'Europe, et est en train de reconstruire d'anciennes bases de l'URSS pour réarmer toute cette zone-là, est en train de miner le sol de ces zones-là et est en train de déployer de manière massive des câbles d'espionnage sous-marin pour pouvoir détecter des sous-marins français, anglais ou encore américains qui passeraient dans la zone. Donc il y a très clairement une volonté de la Russie de contrôler toute la mer de Barents et la mer du Nord. Aujourd'hui, la marine russe a une flotte du Nord qui se déploie, qui est en train de s'agrandir et on dénombre aujourd'hui 25 sous-marins et 20 navires de surface dans la mer de Barents qui sont destinés à contrôler la zone et à se préparer à un engagement vers l'Europe. Et en parallèle, la Russie continue d'innover en déployant de plus en plus d'armements qui sont capables de toucher directement notre territoire, dont les torpilles Poséidon qui pourraient déclencher un raz-de-marée directement sur le territoire français ou encore des missiles hypersoniques qui pourraient atteindre Paris ou toute ville en France. Aussi, la Russie fait preuve de démonstration de force, notamment avec l'exercice Zapad en 2025 sur le territoire biélorusse. Voici l'arme russe ultime, selon la propagande du Kremlin. Tir d'entraînement d'un missile hypersonique Zircon, c'est son nom. L'armée russe est en plein exercice Zapad. 5 jours de grandes manœuvres
et elle veut exposer son arsenal. Ici, des missiles Kinjal sur ses avions. Là, un lanceur Iskander sur une autoroute. Point commun de ces fusées, elles peuvent porter des charges nucléaires. Zapad mobilise quelques milliers de soldats russes et biélorusses. Et le territoire biélorusse constitue un bastion de forces russes et de forces pro-russes qui permettrait à la Russie de pouvoir contrôler rapidement les territoires de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie. Et on voit très clairement que la Russie a sur ces dernières années aggloméré ses forces sur les portes d'entrée de l'Europe. Aujourd'hui, le nombre de cyberattaques russes sur notre territoire et le nombre d'incursions aériennes sur le territoire européen est en explosion. On se retrouve avec des cyberattaques quasi quotidiennes, avec de l'interférence et de l'ingérence politique russe sur notre territoire, des faux journaux russes qui sont publiés, donc des journaux où on a l'impression que ce sont des informations réelles. On va avoir beaucoup d'informations qui sont vraies et au milieu un truc qui est russe, qui vise à déstabiliser le gouvernement en place. Par exemple, on peut avoir une insulte contre le président de la République ou des fausses informations qui sont relayées. On a aussi beaucoup de comptes TikTok qui relaient des fausses informations et qui visent à déstabiliser notre pays. Mais ça se produit dans tous les pays européens. Donc il y a aujourd'hui sur notre territoire des attaques directes de la Russie. 5 fausses informations, coup sur coup, diffusées massivement sur les réseaux sociaux français ces 3 derniers mois par la Russie. Elles ont été vues, tenez-vous bien, près de 56 millions de fois. À Saint-Cyr, on nous expliquait que la France ne serait jamais envahie comme en 1939 et je suis assez d'accord sur ce sujet-là. Maintenant, le vrai danger aujourd'hui, ce sont les cyberattaques, les frappes de missiles qui peuvent directement toucher Paris et faire énormément de dégâts et ça, c'est une réalité, c'est une possibilité. En réaction, l'armée française se prépare en déployant des milliers de capteurs sur le territoire national, en préparant ses défenses antiaériennes et en déployant énormément de moyens contre les cyberattaques. La lutte contre la cybercriminalité a explosé en France et aujourd'hui, on a notamment à Rennes, on a le pôle d'excellence de la cyberdéfense qui vise notamment à lutter contre les attaques russes. Le rapport explique les motivations des cyberespions. L'objectif premier des attaquants pourrait être d'accéder directement à des informations d'intérêt à des fins d'espionnage. Actif depuis 2004, APT28 a ciblé des ministères, des industries de l'armement et à plusieurs faits d'armes médiatiques. En avril 2015, piratage de la chaîne de télé TV5 Monde. Le contexte actuel est donc propice à la guerre et ça c'est une réalité géopolitique indéniable. Alors qu'est-ce que tu ferais toi si demain tu recevais une convocation? Est-ce que tu t'engagerais? Dis-le moi en commentaire. Juridiquement, pour entrer en guerre, la France a 3 options possibles. Le premier cas, c'est la déclaration de guerre. Aujourd'hui, très peu probable. Cette déclaration de guerre-là, elle doit se faire avec le Parlement, avec une décision ministérielle plus du président de la République et elle ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Le deuxième cas, c'est l'OPEX, l'opération extérieure, qui doit se faire avec accord du pays sur place ou avec accord de la communauté internationale. Et ça, aujourd'hui, c'est peu probable aussi. D'ailleurs, si tu veux savoir comment se passe le déploiement et la préparation d'une OPEX, je t'en parle dans cette vidéo que je t'invite à regarder à la fin de cette vidéo. Je te remettrai le lien à la fin et tu pourras aller la voir parce que je te dis tout sur les conditions de déploiement en OPEX. Au passage, abonne-toi, c'est important. Ça va te permettre de découvrir toutes les vidéos de ma chaîne et de voir du contenu qui va t'aider à mieux comprendre l'armée et à te préparer pour l'armée. Et si tu veux vraiment te préparer à 200%, tu as le lien en description pour avoir ton programme et pour commencer à te préparer à 200% avec Première Mission. Le troisième cas pour partir en guerre, c'est la défense collective avec l'article 5 de l'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord. C'est notre organisation de défense qui compte quasiment tous les pays européens et les États-Unis et d'autres pays dans le monde. Présente sur différents terrains d'opération, l'OTAN ne dispose pas de forces militaires propres. En fonction de ses besoins, chaque membre met à disposition les ressources militaires nécessaires. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si l'Ukraine avait été membre de l'OTAN en 2022, nous nous serions engagés directement contre la Russie en déployant des hommes et du matériel sur place. Alors qu'aujourd'hui, nous n'avons envoyé que du matériel et des formateurs, mais on n'a pas envoyé des combattants. Eh bien ça, on aurait dû le faire si l'Ukraine avait été membre de l'OTAN. Ce troisième cas de guerre possible, la défense collective de l'OTAN, c'est le scénario le plus probable aujourd'hui que je vais te détailler à la fin de cette vidéo. En fait, la sécurité de la France, de l'Europe, repose sur un jeu d'alliance.
le jeu des alliances fait qu'on va engager d'autres pays dans une guerre et c'est d'ailleurs pour ça que la Russie, pour l'instant, n'attaque pas des pays membres de l'OTAN parce qu'elle sait très bien quelle serait la réaction derrière. Alors maintenant qu'on sait sous quel scénario la guerre pourrait être déclarée, est-ce que réellement ce scénario est probable? Est-ce que réellement aujourd'hui les indicateurs nous disent qu'on est sur le point d'entrer en guerre? Voici les 5 choses qui montrent qu'un pays se prépare à la guerre. Le premier point, c'est la hausse du budget dédié à la défense et dédié à l'armement. La guerre, c'est avant tout une histoire de moyens. L'argent est le nerf de la guerre. Ce proverbe antique a été repris maintes et maintes fois dans l'histoire et il explique bien que la guerre n'est qu'une histoire de moyens. Et un autre proverbe de Clausewitz, un penseur de la guerre, explique très bien un autre point fondamental. La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors oui, aujourd'hui quand on regarde les conditions politiques et de budget, on se rend bien compte que la France, comme la Russie, se prépare à une guerre importante. Chiffre d'affaires. Deuxième point fondamental pour la guerre, c'est le prépositionnement des troupes. Et aujourd'hui, la France est en train de prépositionner des troupes dans des pays stratégiques pour une guerre contre la Russie. On a aujourd'hui la mission Lynx en Lituanie-Estonie et on a la mission Aigle en Roumanie. Ces 2 missions permettent de prépositionner des militaires français aux portes de la Russie, dans des pays qui permettraient d'envahir physiquement le territoire russe. Le troisième point qui montre qu'on se prépare à la guerre, c'est le renforcement aérien et maritime. La modernisation de la flotte de chasse, la surveillance maritime accrue et les missions de déploiement des forces maritimes aux portes de la Russie montrent bien que les tensions s'accumulent. Le quatrième point, c'est la mobilisation industrielle. Sur ce point-là, c'est un petit peu mitigé parce que oui, aujourd'hui la France est en train de renforcer son industrie de la défense, ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologique de défense, mais ce renforcement-là est limité par un manque de moyens. En fait, il y a depuis le début du wokisme et depuis une quinzaine d'années, des critères, les critères ECG, donc les critères environnementaux et éthiques, qui limitent l'apport financier à des industries de la défense. En fait, une banque ne peut pas financer aujourd'hui, comme elle le souhaite, une industrie de la défense. Et donc, on se retrouve avec des limites dans le financement de notre BITD. Mais ça, c'est en train de changer parce que justement, on se rend compte que ça devient nécessaire. Donc oui, on a bien ce quatrième point qui est en train d'être validé. Et le cinquième point, ce sont les discours officiels, les discours qui visent à préparer la population à la guerre. Parce que très récemment, le discours du général Mandon a choqué la France entière avec ce mot choc, accepter de perdre ses enfants. Je comprends qu'effectivement, une expression d'un responsable militaire sur la description de notre environnement puisse choquer, interpeller et appeler des questions, inquiéter aussi. Pour moi, il y a aussi le constat d'armées remarquables, prêtes, qui savent protéger la France. En revanche, comprendre l'évolution de notre environnement dans ce moment-là est important. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que la France est capable de faire la guerre à la Russie? Est-ce que la France est capable de s'engager de manière majeure? Aujourd'hui, la France possède une armée puissante, mais qui est calibrée pour de la dissuasion ou calibrée pour des missions extérieures, des OPEX. La France, aujourd'hui, c'est 200 000 militaires pour à peu près 300 000 personnes avec 75 000 militaires qui sont déployables. Le matériel français est récent, fonctionne bien, mais n'a pas encore été testé sur des conflits de haute intensité. En fait, il y a une logique aujourd'hui de capacité technique. La France s'est axée sur du matériel de haute qualité, se détériore très rapidement. Donc, il y a une logique de nombre. Aujourd'hui, la Russie réussit à tenir un terrain difficile et réussit à repousser les forces ukrainiennes sur leur territoire grâce à une logique de nombre. Aujourd'hui, dans un conflit de haute intensité, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas la qualité qui compte, mais que c'est la qualité couplée au nombre et que le nombre finira par l'emporter sur la durée d'un conflit. Ainsi, dans son matériel, la France a 2 grosses problématiques. Une problématique de quantité de blindés, de quantité de matériel disponible et ensuite une problématique de quantité de munitions et là encore c'est une logique de nombre. Aujourd'hui, la France ne serait pas capable de tenir un conflit sur le temps long comme l'Ukraine le fait sans un soutien extérieur. Mais en réalité, ce problème est un faux problème puisqu'aujourd'hui, la France travaille dans son interopérabilité, ce qui signifie qu'elle travaille à pouvoir être déployée avec d'autres forces étrangères, avec des Britanniques, des Allemands ou encore des Américains. L'entraînement à l'interopérabilité se fait actuellement, tout de suite au moment où je fais cette vidéo, sur les territoires roumains et sur le territoire lituanien et estonien, et même aux États-Unis ou dans d'autres pays où la France renforce
le fonctionnement de deux armées, de plusieurs armées ensemble. L'interopérabilité, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour la France de manière symbiotique. Alors, la France a-t-elle les moyens de faire la guerre ? C'est un faux problème. Oui, évidemment, il faut un budget, oui, évidemment, il faut des moyens, mais on ne veut pas être prêt à faire face à un ennemi seul tel que la Russie, puisque une telle intervention contre la Russie se déclencherait plutôt dans le cadre de l'article 5 de l'OTAN. Alors maintenant, voici le scénario le plus plausible d'un cas de guerre qui pourrait se déclencher. 1er juillet 2026, un missile fait exploser la base militaire de l'OTAN en Pologne. Tout de suite, Karol Nawrocki, président polonais, convoque une réunion de l'OTAN. En 20 minutes, tous les chefs d'État de l'OTAN se retrouvent en visio. Cette réunion d'urgence en visio se déroule 20 minutes plus tard. Karol Nawrocki décide d'entrer en guerre, de déclencher l'article 5 pour attaquer la Russie. 30 minutes plus tard, des missiles français partent depuis différents sous-marins sur des bases militaires russes. La France envoie des frégates et des sous-marins en mer du Nord. Le Royaume-Uni fait de même. Les États-Unis envoient leur flotte maritime vers l'Europe et déclenchent le lancement de missiles sur des bases militaires dans le Caucase. Ils font aussi se rapprocher la 5e flotte du territoire russe. En seulement 1 heure, la Russie voit ses principales bases militaires côté ouest se faire détruire. Moscou réagit et déclenche alors le lancement de missiles hypersoniques sur différentes bases françaises, britanniques. Le port de Toulon est complètement détruit. Par la suite, une base américaine en Belgique est aussi détruite. L'OTAN entre alors en pourparlers avec le gouvernement russe. La menace nucléaire est mise en jeu. Si la Russie continue, cela pourrait terminer en conflit nucléaire et détruire la Russie, mais aussi l'Europe. En parallèle, les forces internationales prépositionnées avec les missions Lynx et Aigle sont déployées en Russie. Et une invasion du territoire russe commence. Les négociations politiques se poursuivent, mais la situation reste extrêmement tendue et les attaques militaires continuent. La Russie demande à la Chine de la soutenir et d'entrer dans ce conflit en déployant des forces auprès des côtes américaines. Pour l'instant, la population française est choquée, s'inquiète, mais il y a très peu de victimes françaises, seulement quelques civils qui travaillaient sur le port de Toulon. Le monde s'inquiète, le monde se met en pause, les journaux, la télé ne font que parler de ces événements et la population ne sait pas quoi faire. Est-ce que je vais être mobilisé? Qu'est-ce qui va se passer? Et la réalité, c'est qu'à la fin de cette journée du 1er juillet épouvantable, les négociations sont toujours en cours, des militaires continuent de s'affronter sur l'entrée du territoire russe et quelques missiles continuent d'être lancés. Le 2 juillet, les négociations continuent. Une réunion est convoquée. Cette réunion aura lieu le 6 juillet à Kiev, en territoire neutre. Cette réunion rassemble les principaux chefs d'État de l'OTAN, le président russe, ainsi que différents chefs d'état-major des armées des différents pays et d'autres analystes géopolitiques. Cette réunion est l'événement majeur de 2026. Est-ce qu'on avance vers une fin de notre ère avec une destruction nucléaire des principaux pays? Est-ce qu'on va arrêter là? Que va-t-il se passer? Cette négociation dure 5 jours. Sur toute la semaine, les débats sont houleux, tendus, mais on finit par aboutir à une résolution, à un cessez-le-feu. En seulement 10 jours, la situation a complètement explosé puis s'est arrêtée. Voici aujourd'hui le type de scénario qui est probable et qui pourrait se produire en cas de guerre. Attention, je ne dis pas que ce scénario va arriver, je ne dis pas qu'il faut te préparer toi tout seul aujourd'hui à la guerre. Ce que je dis ici, c'est que c'est le scénario le plus probable. Maintenant, personne ne sait si ça va vraiment se produire. Aujourd'hui, il vaut mieux se préparer, mettre des moyens pour être prêt si jamais ça devait arriver et espérer que rien ne se passe. Il vaut mieux que ce soit de l'argent foutu en l'air en quelque sorte, plutôt que se planter et se retrouver dans un conflit avec un gros manque de moyens. Voilà la réalité. Au vu du contexte géopolitique et géographique, il y a peu de chances qu'un affrontement en direct entre les pays de l'OTAN et la Russie se poursuive. Mais personne non plus n'envisageait en 2021 l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors que se passera-t-il dans les prochaines années? Nul ne le sait. Maintenant que tu connais les scénarios réels, que tu sais ce qui pourrait se passer, que tu connais la situation actuelle, dis-moi sincèrement, est-ce que tu penses qu'on devrait s'inquiéter? La phrase à retenir, c'est qu'il vaut mieux se préparer que se faire soulever. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'attends ton avis en commentaire. Si tu veux te préparer pour l'armée, tu as le programme Première Mission en description et je t'invite à aller regarder tout de suite la vidéo sur comment se passe une OPEX. Donc va regarder cette vidéo et abonne-toi. Force!